Hola la communauté, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve les gars parce que j'ai récemment regardé un documentaire sur Netflix qui retrace tout simplement une partie de la vie de Guy Georges. Guy Georges c'est qui pour ceux qui ne savent pas? C'est un tueur en série français qui a profondément marqué la justice et la société française il y a quelques années, mais encore aujourd'hui, c'est pas oublié, vous vous en doutez. Je vais pas vous raconter toute la vie de Guy Georges, je veux juste vous raconter une petite partie pour vous amener une réflexion que j'ai eue récemment et une question surtout qui m'intrigue énormément. Alors pour commencer, qui c'est Guy Georges? Il sort d'où? Tout ça, le début de l'histoire. Donc Guy Rampillon à l'époque, il s'appelait pas Guy Georges à l'époque, en fait il est né en 1962 d'un père militaire et d'une mère serveuse, et donc à l'âge d'un peu moins d'un an, il va être renié et abandonné par ses parents. Il est du coup confié à la DAS, vous vous en doutez, puis placé derrière en famille d'accueil sous le nom de Guy Georges. Je vous épargne un peu les détails, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que les services sociaux, ils ont changé le nom, donc Guy Rampillon en Guy Georges, donc ils ont pris le prénom du père pour faciliter tout simplement l'adoption. Donc là, comme je vous disais, il est placé donc en famille d'accueil, mais dans cette famille d'accueil, il faut savoir qu'il y a déjà pratiquement une vingtaine d'enfants. Pratiquement. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, au début de son adolescence, donc assez jeune, Guy Georges, il va agresser deux de ses sœurs, et donc la mère, vous vous en doutez, sa mère adoptive, elle va prendre la décision également de l'abandonner. Là, du coup, il va être envoyé en foyer, et il va complètement tomber dans les fugues, la délinquance, et ça va aller crescendo de manière exponentielle. Petite parenthèse, afin que ma vidéo dure pas 50 minutes, je vais vous amener directement à l'étape essentielle, même si je me devais de vous parler de son enfance parce que ça va avoir de l'importance par la suite. Et donc là, du coup, je vais sauter une grosse partie de sa vie pour vous amener directement en 1991. Donc le 26 janvier 1991, date importante, Guy Georges, il est dans un bar du quartier Montparnasse, il voit une jeune fille passer à travers en fait la vitre. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va la suivre. Cette jeune fille, c'est qui? C'est Pascal. Elle a 19 ans. Elle s'apprête à rentrer chez elle. Elle ouvre la porte de son appartement. Guy Georges était en train de la suivre. Et au moment où elle va ouvrir la porte de son appartement, Guy Georges va lui sauter dessus. Et on va apprendre le lendemain, vous en doutez, qu'elle a été violée et égorgée. Premier meurtre pour Guy Georges. Guy Georges va d'ailleurs expliquer que, en fait, à ce moment-là, le 26 janvier 1991, dès le matin, il sentait une pulsion qui lui disait vraiment « il faut que tu aies tué quelqu'un avant ce soir ». Il sentait une pulsion dès le matin, il avait besoin de ça. Il fallait qu'il tue. Faut savoir que de 1991 à 1997, ça s'arrête pas là malheureusement. Guy Georges, il va faire 7 victimes, toujours des jeunes femmes, entre 19 ans et 32 ans, toujours violées, toujours égorgées. Le même procédé. Jusqu'à du coup qu'il soit finalement arrêté, et c'est pour ça que les meurtres s'arrêtent là. Donc à l'issue du procès que va subir forcément Guy Georges, qui aura duré 3 semaines quand même, le 5 avril 2001 exactement, comme on l'appelle entre guillemets le tueur de l'Est parisien, sera donc condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une période de sûreté de 22 ans. Donc si vous souhaitez en savoir plus du coup sur l'interpellation de Guy Georges, les meurtres, comment ça s'est passé, etc., je vous mets le documentaire Netflix que j'ai vu juste ici, je vous l'écris. Je vous l'écrirai également en description de la vidéo. On arrive à la fin donc, de ce documentaire. Et fait très intéressante, une avocate dit à Guy Georges: si vous êtes psychopathe, vous n'êtes pas né psychopathe. On ne naît pas psychopathe, on le devient. C'est là où j'aimerais avoir votre avis, même si du coup pour cette affaire on parle pas uniquement de violence qui conduit à un meurtre, on parle également de violence sexuelle, d'abus, de viol, mais selon vous, y a-t-il des bases génétiques de la violence? Ou au contraire, est-ce que c'est uniquement des comportements liés à un facteur, à des facteurs même environnementaux? Pour vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, c'est une question qui m'intéresse énormément parce que j'ai du mal à croire que les choses soient définies à l'avance. Je trouve ça terrible, honnêtement, et qu'il y ait possible qu'il y ait un facteur génétique qui rentre en compte. D'ailleurs, je me suis du coup un peu renseignée, j'ai lu quelques études, je suis allée pêcher quelques informations dont je vais vous parler maintenant. Freud, première théorie qu'il a avancée, c'est la théorie du refoulement. Pour lui, si les conflits psychiques sont liés à l'affrontement entre la volonté consciente et les tendances inconscientes, le fait de refouler en fait un désir dans l'inconscient crée un refoulement. Créer un refoulement donc de la répression. Or pour lui, vous en doutez, il suffit pas de rêver de ce genre de choses pour que la répression s'envole. Pour lui, on sait qu'en fait, quand on va rêver, etc., on va rêver de choses qui pour lui sont en fait de la répression, mais qui vont être exprimées de manière encore plus violente dans notre état de rêve. Mais d'une manière si inconsciente que ça ne va pas permettre de déloger la racine de la frustration. Il y a une relation intime entre frustration et violence. La conclusion, c'est que l'explosion émotionnelle de la violence répond en fait à une frustration émise par la personne. La personne va donc la manifester brutalement. Donc ça,
c'est la première théorie de Freud. La deuxième étude que j'ai pu lire, c'est une étude américaine. Je vous mettrai de toute façon toutes les sources en description. N'hésitez pas à les checker si vous voulez en savoir plus. Voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en même temps et à me dire ce que vous pensez de tout ça. Donc l'autre étude que j'ai pu lire américaine explique qu'en fait, bien qu'il existe aujourd'hui et probablement pour toujours aucun gène de la criminalité, il n'y a pas aucun gène nommé criminalité où si vous avez un pourcentage de gènes, c'est sûr que vous allez devenir criminel, quoi. Ça n'existe pas concrètement. Par contre, certains gènes peuvent effectivement être, dans une certaine mesure, attention bien sûr, être responsables d'agressivité et de violence. Là, je vais vous parler d'une troisième étude que j'ai pu lire, qui là, j'avoue, m'a beaucoup étonnée. En gros, eux, ils ont fait beaucoup de recherches pour expliquer, en gros, dans quelle mesure les facteurs génétiques peuvent expliquer des comportements antisociaux chez les humains, des comportements agressifs, violents. Selon eux, donc, il y aurait donc 50% donc, de la variance qui est le résultat d'influence génétique. 50%, c'est énorme. Et donc, les autres 50% seraient en grande partie attribuables à des facteurs environnementaux. Dernière petite étude qui change un peu mais que je trouve très intéressante, qui explique que quoi qu'il en soit, on serait tous susceptibles un jour de produire des comportements violents. Une potentialité qui nous rendrait forcément inégale sur ce point-là parce que du coup ça dépendrait de la génétique, des facteurs environnementaux, de pas mal de choses. Mais sur le principe, on est tous aujourd'hui capable, il n'y a pas une personne sur cette planète qui ne peut pas produire de tels comportements violents. Les facteurs environnementaux, ça peut comprendre les facteurs prénataux, les facteurs socio-éducatifs, les facteurs culturels, etc. Et ces facteurs-là, en gros, agiraient comme éléments déclenchants. Vous avez déjà subi de la violence dans votre enfance, vous allez reproduire un comportement plus facilement, alors que peut-être la personne qui n'a jamais subi de violence ou autre, du coup, va peut-être être amenée à réagir complètement différemment face à la situation. Bref, voilà la conclusion. Je vous ai sélectionné que 4 études, j'en ai lu beaucoup plus, mais je voulais pas que la vidéo dure trop longtemps non plus. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elles tendent toutes à aller vers le même point. Le facteur génétique a son importance. Voilà, on peut pas l'ignorer complètement, on peut pas dire que les gènes qui vont pousser à la violence ou à l'agressivité comptent pour du beurre dans ce genre de situation, ce serait faux. Voilà la conclusion. Du coup, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas déjà à vous abonner, ce serait cool. Merci les guys, vous et les boss en fait. À vous abonner, à liker la cloche, et à liker la cloche, à activer, je la refais, à activer la cloche, et à liker la vidéo, c'est mieux non? Bref, je vous récupère du coup pour vous dire au revoir. Hop, oula, ça passe. Mais écoutez, on se fait des gros bisous et on se dit à vendredi prochain. Gros bisous.